Partie d'un rêve pour changer de vie, ou bien créative depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons souhaité vous présenter une femme, designer, architecte et décoratrice. Une icône du siècle dernier. Vous parlez de sa vie, mais surtout de son œuvre. Eileen Gray était une décoratrice, architecte et designer irlandaise ayant principalement exercé en France au cours du XXe siècle. Elle est née en 1878 dans une famille aristocratique irlandaise, plutôt aisée, et elle décédera à l'âge de 98 ans en 1976 à Paris. Elle étudie tout d'abord l'art et la peinture à la Slade School of Fine Art de Londres, ce qui n'est pas rien pour une femme en 1901. Elle poursuit ses études à l'Académie Julian à Paris en 1902 et enfin à l'Académie Colarossi, toujours à Paris. Tout cela avant de finalement retourner à la Slade School de Londres jusqu'en 1907 pour y apprendre la technique du laquage. Toutefois, Eileen ne se contente pas de son apprentissage théorique dans ces écoles réservées, encore plus à cette époque, aux élites. Elle a à cœur d'apprendre et de pratiquer avec les meilleurs, les mieux placés pour parler de leur art. De retour à Paris, elle peaufine donc son apprentissage de la laque avec le japonais Seizo Sugawara, initiateur de la technique traditionnelle de la laque asiatique et plus particulièrement japonaise, et ce pendant plusieurs années. Et de 1908 à 1909, avec son amie Evelyn Wild, elle part dans l'Atlas marocain apprendre la technique du tissage avec les artisanes berbères. De retour en France, en 1910, elle ouvre 2 ateliers, chacun dédié à l'une de ces 2 techniques apprises et dans lesquelles elle excelle. En 1913, elle présente sa première exposition au Salon des artistes décorateurs et y propose des panneaux décoratifs en laque et en bois rare, des motifs géométriques abstraits, des motifs d'inspiration japonaise. Ses travaux retiennent l'attention du célèbre couturier et collectionneur d'art Jacques Doucet, qui lui achètera 4 de ses œuvres. En 1919, elle entame la décoration de l'appartement de Suzanne Talbot, une célèbre modiste mondaine de l'époque. Pour elle, elle imagine un mobilier sur mesure, résolument art déco. L'appartement sera d'ailleurs considéré comme l'un des plus beaux exemples de la décoration des années 20. C'est pour cet appartement que fut imaginé son célèbre paravent en briques laquées. La décoration de cet appartement lui prendra en tout 5 ans, ce qui donne une idée de sa minutie et de son attention aux moindres détails. Parallèlement à son travail chez Suzanne Talbot, elle ouvre sa galerie, nommée Jean Désert en 1922, pour commercialiser ses créations mobiliers, à savoir que toutes ses créations étaient des pièces uniques, quand elles n'étaient pas pensées spécifiquement pour un lieu de vie donné. Cette galerie n'était pas un grand succès commercial, tout comme toutes les autres galeries de l'époque proposant du mobilier d'avant-garde. Toutefois, elle attire une clientèle composée de célébrités, d'artistes, de personnages queer influents. Elle est d'ailleurs considérée comme une icône lesbienne de cette époque. Et surtout, elle est reconnue par ses pairs. Elle est même adoubée par le mouvement de style, mouvement mené par Piet Mondrian, et dont elle-même s'inspire petit à petit, laissant de côté le style art déco, qu'elle finit d'ailleurs par qualifier de monstruosité. Pour s'orienter vers le modernisme, l'acier tubulaire, la fonctionnalité des produits. Elle s'inspire d'ailleurs du travail de Marcel Breuer et de Sachez Vassili. Dans cette lignée, elle conçoit notamment le fauteuil Bibendum, et fait partie des précurseurs de l'utilisation de l'acier tubulaire dans le mobilier. Entre 1923 et 1925, elle collabore avec Jean Prouvé, Marcel Breuer, Charlotte Perriand et bien d'autres à la décoration de la célèbre Villa Noailles à Hyères, de l'architecte Robert Mallet Stevens. En 1924, date qui était estimée car elle change selon les sources, elle fait la rencontre de Jean Badovici, un architecte roumain et créateur du magazine L'Architecture vivante, qui sera édité de 1923 à 1932. C'est d'ailleurs lui qui avait réalisé la devanture de sa galerie Jean Désert. Tous deux entament une relation amoureuse et professionnelle à la fois. Il la persuade d'ailleurs de se lancer dans l'architecture. Eileen entame donc son apprentissage avec l'architecte russo-polonaise Adrienne Gorska. Cette dernière lui apprend, pendant 2 ans, les bases techniques et théoriques de l'architecture. Jean Badovici, quant à lui, la fait rentrer dans l'ère du modernisme.
En 1926, Éline achète un terrain avec vue sur la mer à Roquebrune-Cap-Martin. Et ensemble, ils pensent et conçoivent la aujourd'hui très célèbre Villa E1027. Le E symbolise le E de Éline, le 10 pour le J de Jean, qui est la 10e lettre de l'alphabet, le 2 pour le B de Badovici, 2e lettre de l'alphabet, le 7 pour le G de Gray, en suivant la même logique. Cette dernière est réalisée en suivant les 5 règles du modernisme, à savoir les pilotis, le toit plat, le plan libre, la façade libre et les fenêtres en bandeau. Il pense l'architecture à eux deux, et Éline met un point d'honneur au confort des différents sens dans cette première construction pour elle. La vue, avec évidemment la vue panoramique sur la mer Méditerranée et l'esthétisme de la villa en elle-même. L'odorat, avec les végétaux environnants, les citronniers notamment, et d'autres plantes méditerranéennes odorantes. L'ouïe et le toucher, quant à eux, ne sont pas laissés de côté, grâce au liège, qu'Éline utilise dans les rangements intégrés et sur mesure de la maison, qui crée un toucher velouté et évite la casse de vaisselle ou la résonance des matériaux. La table à manger est également recouverte de liège, ce qui permet de pouvoir mettre à la table et de manger tout en écoutant le bruit des vagues, et sans être dérangé par les tintements de la vaisselle sur la surface de la table. Les murs sont laissés blancs volontairement pour laisser la place belle au panorama extérieur et au mobilier créé spécifiquement pour la villa par Éline. Pour la fonctionnalité, tant de la maison que du mobilier, elle s'inspire fortement du monde du camping. Tout se doit d'être léger et fonctionnel. Les cloisons de la villa sont coulissantes et permettent ainsi de modifier la configuration des pièces en fonction des besoins et des envies. Les deux architectes mettent également un point d'honneur à faciliter la vie et le confort dans cette région chaude et ensoleillée. Les marquises sont donc installées côté sud de la villa pour protéger l'intérieur du soleil et l'ouverture en accordéon des fenêtres permet de faire circuler l'air dans la maison. Au cours de ce podcast, nous reviendrons sur l'histoire de cette villa, qui ne manque pas de rebondissements. En 1931, Éline construit pour elle seule la villa Tempe-Apaya, ce qui signifie « le temps de bailler », à Menton, non loin de la villa E1027. Cette maison est construite sur 2 bâtiments citernes, qu'elle transformera en garage et en chambre d'amis. Pour la villa en elle-même, elle s'inspire de la construction de base de la villa E1027. Mais elle décide d'aller encore plus loin dans la communication entre l'intérieur et l'extérieur. Elle multiplie les espaces de terrasse. En ce qui concerne la décoration et l'ameublement de la maison, elle garde ce qui a fonctionné pour sa première construction, mais elle va encore plus loin dans ses idées. Les meubles sont multifonctions, les rangements en hauteur permettent de dégager les espaces au sol et de rendre fonctionnels les plafonds trop souvent oubliés. Dans les années 30, Éline met un point d'honneur à trouver des solutions de logement social pour répondre à la conjoncture de l'époque, intégrant à la fois des problèmes de chômage et le début des congés payés. Ces projets sociaux s'appellent la tente de camping, la maison minimum, pensée pour être démontée et s'adapter à n'importe quel lieu d'installation, la maison ellipse, qui est une maison préfabriquée. Elle imagine également un centre de vacances et de loisirs en 1936 et 1937. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Menton étant annexé par l'Italie, beaucoup de ses projets sont malheureusement pillés. Et bien qu'elle continue ses travaux, elle tombe lentement dans l'oubli à l'après-guerre. En 1946, elle construit sa dernière demeure à Saint-Tropez, qu'elle nomme Loup-Pérou, sur les bases d'une ancienne bastide. Elle reprend dans cette bâtisse les codes qui ont fait son succès dans ses 2 premières constructions dans un style moderniste. Malheureusement, cette maison qui a depuis été rachetée a été intégralement rénovée dans un style provençal traditionnel, à l'opposé du style qui avait été pensé par Éline. Les photos de la maison, diffusées par une agence immobilière, témoignent de cette perte. En 1968, le magazine d'architecture Domus publie un article hommage à Éline, la qualifiant de « designer remarquablement sensible et incroyablement négligé par la critique ». Le succès de cet article fait grimper en flèche la notoriété de l'artiste et les ventes de ses œuvres atteignent des sommets. Ce qui ne la réjouit pas forcément, car cela ne correspond pas à ses envies de créer des projets sociaux et accessibles à tous. Suite à cela, elle est exposée à Londres, à New York
et par la suite dans plein de muséums. Dans les années 70, elle entame une collaboration avec le designer britannique Steve Aram, afin de produire ses meubles et ses luminaires en série. Effectivement, il faut savoir qu'à l'origine, chacune de ses créations était des pièces uniques, souvent même des prototypes, créés spécifiquement pour les constructions architecturales et les besoins spécifiques de ces maisons et de leurs habitants. Mais revenons-en maintenant à la villa E10-27 et son histoire rocambolesque. Jean Badovici, étant proche de Le Corbusier, invite ce dernier à la villa, qui tombe en admiration devant la construction et le lieu. En 1937 et 1938, ce dernier décide, de son propre chef selon certaines sources et suite à la proposition de Jean Badovici selon d'autres, de recouvrir les murs de la maison de fresques peintes de sa main, le tout sans l'accord d'Héline, qui qualifie cet acte de vandalisme ayant dénaturé le lieu dans lequel les murs étaient blancs par un choix réfléchi et conscient. Ce dernier, s'étant fait prendre en photo pour des magazines devant ses fresques, n'a pas jugé bon d'indiquer aux journalistes le nom des architectes de la villa, ni de les corriger lorsque certains articles évoquaient le fait qu'il en serait lui-même l'architecte. Les croyances se sont alors renforcées lorsque ce dernier a acheté un petit terrain collé à la villa pour y construire son cabanon en 1952, quasiment dans le jardin de son ami. C'est peut-être le moment de rappeler qu'en parallèle de cette histoire, Le Corbusier avait travaillé en collaboration avec Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret à la conception de la célèbre collection de mobilier LC2, collection pour laquelle il a insisté pour donner leur nom par ordre alphabétique, faisant rapidement disparaître le nom de Perriand, puis celui de Jeanneret. Rares sont aujourd'hui les sources qui nomment les 3 noms lorsqu'on recherche cette collection de mobilier. Et beaucoup pensent, depuis, que Le Corbusier en est le créateur unique. Je vous invite à faire la recherche par vous-même. Suite à la mort de Jean Badovici, Marie-Louise Schelbert, une riche héritière suisse, rachète la villa en 1960 et continue de faire perpétuer cette rumeur. Elle va, qui plus est, faire des modifications sur la maison, à son goût personnel, mais qui ne respectent pas forcément la structure de base. En 1965, lors de sa baignade matinale, Le Corbusier se noie dans la mer face à la villa. En 1982, à son décès, la nouvelle locataire de la maison la lègue à son psychiatre, qui y vivra, mais sans en prendre grand soin. Il vendra même les meubles de la maison qui avaient été pensés et créés spécifiquement pour cet espace. Nouveau rebondissement dramatique, le médecin est assassiné en 1996 dans la villa. Suite à ce drame, la maison est laissée à l'abandon, puis squattée, vandalisée, pillée. En 1999, le Conservatoire du Littoral rachète la villa. Elle subit une première rénovation infructueuse avant d'être restaurée à l'identique par le couple d'architectes Renaud Barès et Claudia Devaux. Grâce à cette dernière rénovation, la villa est aujourd'hui ouverte au public. Nous vous invitons donc fortement, si vous habitez dans la région ou si vous avez l'occasion de vous y rendre pour vos vacances, à la visiter. Quant à Héline, elle travaillera jusqu'à la fin de sa vie et décède en 1976 à Paris à l'âge de 98 ans. Parmi ses nombreuses expositions réalisées sur son travail, on peut parler notamment de celle du Centre Pompidou, réalisée en 2013. Son fauteuil dragon, réalisé à l'origine pour Suzanne Talbot, a ensuite fait partie de la collection personnelle d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Lors d'une vente aux enchères en 2009, ce dernier a été vendu pour 21,9 millions d'euros, ce qui en fait le 2e meuble le plus cher de l'histoire. Ces villas, E10-27 et Tempe à Paya, sont classées monuments historiques. Aujourd'hui, ces meubles les plus iconiques sont édités chez Silvera. Son travail aura inspiré de nombreux décorateurs. On peut notamment citer la décoratrice André Putman, qui a d'ailleurs réédité certains mobiliers dessinés par Héline. Elle aura également une très forte influence sur la modularité du mobilier d'aujourd'hui, grâce à sa table E10-27 à hauteur ajustable, ses tables rabattables comme la Loupérou, ses dressings ultra optimisés, les portes accordéons et ses systèmes de rangement intégrés. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Héline Gray, nous vous conseillons les articles et vidéos réalisés par le Centre Pompidou à l'occasion de l'exposition de 2013.
Également, le livre écrit par Peter Adam et Lynn Gray, Sa vie, son œuvre. La BD Lynn Gray, Une maison sous le soleil, de Charlotte Malter-Barthès à l'écriture et de Zsuzsa Zierzawska à l'illustration. Les conférences de Renaud Barès. Plusieurs films et documentaires ont également été réalisés. Dernièrement, Béatrice Minger et Christophe Chaube ont réalisé le film documentaire intitulé Eudis 27, Lynn Gray et la maison au bord de la mer, retraçant plus particulièrement son attachement à cette maison et sa relation à Le Corbusier. Nous espérons que cet épisode, réalisé à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, aura pu vous inspirer et vous en apprendre un peu plus sur la vie et le travail d'Lynn Gray. À bientôt pour un nouveau podcast. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.